assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. De 17 ans. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, le triangle de la mort. Dans la Somme, 3 jeunes femmes sont violées et assassinées en moins de 7 mois. On ne peut pas dire qu'elle a été partiellement brûlée, c'est une image qui nous restera toujours. Elle a été entièrement brûlée, oui. Le reportage de la semaine en enquête avec les policiers à Paris. C'est bon. Coupez le contact. Bonjour monsieur. Un escroc à la carte bleue aurait volé 115 000 € en seulement 6 mois. 19 000 $. Billet de sang. Il sera d'après lui pour acheter un 4x4 en France. Le portrait de la semaine, Elisabeth Brossard, médecin à l'Institut médico-judiciaire à Paris. Je suis docteur Brossard, comme les gâteaux. Ses patients, des criminels et des délinquants en garde à vue. S'il n'y a pas de Ça médicament... fait une semaine, je l'ai pas pris. Ah ben monsieur, c'est que vous n'en prenez pas. J'en ai chez moi, putain, merde. Eh ben quand vous serez libéré, vous reprendrez ce que vous voudrez chez vous. Mais aussi des victimes d'agressions. Déclare avoir été brutalisé par son employeur sur son lieu de travail. Histoire de star, Anthony Pellicano, le détective privé qui fait trembler Hollywood. Il y a un climat de peur à Hollywood. Vous ne savez jamais quand votre carrière va se terminer. Sexe, drogue, il sait tout sur les plus grandes stars américaines. Mais d'abord, notre enquête dans la Somme. 3 jeunes femmes sont violées et assassinées en moins de 7 mois. Une marche silencieuse contre l'horreur. 3 meurtres. 3 jeunes femmes assassinées dans un rayon de 40 km. Entre Amiens, Albert et Péronne dans la Somme. À l'époque, en 2002, on parle du triangle de la mort. C'est la même année de janvier au mois d'août. Il y a 3 jeunes filles qui se font assassiner. C'est quelque chose qui arrive quasiment jamais, quoi. Dans cette région tranquille, on commence à parler de tueurs en série. Les 3 histoires se ressemblent. Les victimes, des jeunes femmes qui circulent seules, de nuit, en rase campagne. Le premier corps est retrouvé le 12 janvier 2002. À Péronne, dans la Somme, la police enquête sur le viol et le meurtre de la directrice d'une banque, une jeune femme de 24 ans qui venait d'arriver dans la commune. Son corps calciné a été retrouvé dans un champ. C'est ici qu'un agriculteur a découvert le corps à moitié calciné d'Élodie Kulik, 24 ans. Ouais, voilà Élodie, vous voyez. Toute souriante, toute belle. Si vous aviez vu dans quel état ils me l'ont mise, c'était quelque chose d'épouvantable à voir. Elle était vraiment était violée, il faut savoir qu'elle était violée, hein, torturée, brûlée en partie. Hein, brûlée, bien sûr, pour effacer les traces d'ADN comme ils font maintenant. Et cette pauvre fille a dû souffrir énormément, quoi. Pour avoir vu Élodie à la morgue avec ma femme, on ne peut pas dire qu'elle a été partiellement brûlée, c'est une image qui nous restera toujours. Elle a été entièrement brûlée, oui. Oui. Au moment de son agression, Élodie appelle les pompiers avec son téléphone portable. Elle tombe sur un répondeur qui enregistre le message. Le document a été versé au dossier. C'est atroce. On entend des cris, les cris d'Élodie. Il paraît que c'est quelque chose d'insupportable. Et on entend, pas trop distinctement, malheureusement, les autres voix sont couvertes par les cris de ma fille. Sur l'enregistrement, on entend 2 ou 3 agresseurs, dont un avec un fort accent picard. Sur les lieux du crime, les gendarmes retrouvent aussi une preuve essentielle, un préservatif.
dès le départ, on avait un ADN. Je m'étais dit qu'avec un ADN, avec une marque de fabrique aussi criante, on trouverait vite le coupable. Mais malheureusement, non. À l'époque, les comparaisons ADN en sont à leur début. Il y a seulement 20 000 empreintes dans les fichiers de la police. Et aucune d'entre elles ne permet de retrouver les meurtriers d'Élodie. Est-ce qu'on soupçonne quelqu'un? À l'époque, non. Dans l'affaire Élodie Kulik, non, personne. À l'époque, comme ça se dit habituellement, mais ce qui est une réalité, c'est que dans ces cas-là, les enquêteurs, en l'occurrence les gendarmes, ne négligent aucune piste. Rien ne se passe pendant 6 mois. Puis le 8 juillet, on retrouve le corps mutilé d'une deuxième femme. La victime s'appelle Patricia Leclerc. On retrouve son corps derrière un ballot de paille, dans un champ de Ville-sur-Ancre. Elle avait 19 ans. Elle était dans un état, disons, ça fait toujours mal d'en parler. Cette fille était complètement disloquée. Elle était à demi dévêtue. Hein. Dès le départ, on a constaté que c'était vraisemblablement un crime, disons, commis par un maniaque, un crime sexuel. Hein. Et là, bien évidemment, on se pose tout de suite la question de savoir est-ce que ça pourrait pas être le même, le ou les mêmes personnes. On se pose tout de suite la question. Patricia a croisé son assassin sur cette petite route. Elle venait de finir son service le soir dans un fast-food d'Albert. Elle rentrait chez elle à vélo. Son meurtrier roulait en voiture. Il va la dépasser. Il va venir s'arrêter à hauteur de ce monument, qui est ici, qui va garer sa voiture légèrement en retrait sur le côté ici, et qui va se mettre en travers de la route pour arrêter Patricia. Et ensuite, le crime va avoir lieu. C'est-à-dire que Patricia, il veut l'arrêter. Patricia profite sans doute de s'arrêter parce qu'elle a pris peur. Il va la frapper à plusieurs reprises. Elle va avoir les cervicales qui vont être cassées. L'assassin roule ensuite à plusieurs reprises avec sa voiture sur le corps de Patricia qui vit encore. Tout va se passer très vite. Tout va se passer en quelques minutes. C'est-à-dire que Patricia, quand elle est tuée, elle va être tuée ici. La voiture n'est pas loin. Et il ne va pas rester longtemps sur place. Une fois que le forfait est accompli, il va partir très vite. L'homme prend soin de laisser très peu de traces. Mais l'examen des vêtements de Patricia va apporter aux enquêteurs un indice capital. On a eu un appel de la juge d'instruction, Mme Demazière à l'époque, qui nous alertait qu'il y avait enfin un ADN inconnu qui était identifié, qui était trouvé sur la culotte de Patricia. Les gendarmes s'intéressent alors aux individus condamnés pour des affaires de mœurs dans la région. Au total, une centaine de personnes. Et on s'est intéressé aussi sur un nommé Lecomte Jean-Paul, qui m'avait été signalé par un ancien collègue, qui était un adjoint-chef qui était au GIR à l'époque, qui avait interpellé ce fameux Lecomte en 1989 pour des faits de viol sur 5 personnes, dont une gamine, d'ailleurs sur 5 femmes, dont une gamine de 6 ans, je crois. Lecomte est resté 13 ans derrière les barreaux. Au mois d'août, quand les gendarmes le convoquent, il vient à peine de sortir de prison. Alors là, il était tout à fait serein. Il a expliqué qu'il avait purgé une peine assez importante, qu'il n'avait pas envie d'y retourner en prison, quoi, hein, et qu'il était était disposé à se soumettre à un prélèvement ADN s'il le fallait. Les prélèvements sont envoyés en laboratoire. Mais 6 semaines plus tard, alors que les résultats ADN ne sont pas encore connus, un 3e cadavre est retrouvé à quelques kilomètres. Le corps est encore sur place. C'est sous cette camionnette qu'à 8 h ce matin, il a été découvert. Le véhicule abandonné est égaré au bord de la nationale menant à Amiens. En voulant déplacer la camionnette, les gendarmes ont découvert le corps d'une jeune femme coincée sous l'avant. C'est le corps de Christelle Dubuisson. Elle avait 18 ans. Alors là, quand le 3e meurtre arrive, là,
On se dit que là, pour le coup, on commence à avancer, à réfléchir, moi le premier, très fort à la thèse de quelque chose d'un tueur en série. Les similitudes sont nombreuses avec le meurtre de Patricia. Le crime a lieu la nuit, sur une route déserte. Christelle rentre chez elle à pied. Son tueur la prend en stop. Elle avance vers chez elle, donc il n'y a pas de problème. C'est un secteur qu'elle connaît parfaitement. La voiture l'amène toujours vers le domicile de son père, chez qui elle vit depuis que ses parents sont séparés. C'est ici que vit avec son père Christelle Dubuisson. Et là, à mon avis, elle doit commencer à s'inquiéter parce qu'au lieu de s'arrêter ici pour qu'elle puisse descendre, à quelques pas du tabac où elle est habituée à acheter ses cigarettes, le fourgon va continuer sa route. Le fourgon va continuer sa route. Et là, à mon avis, Christelle a dû commencer, sans doute Christelle commence-t-elle à se débattre à partir de ce moment-là. Parce qu'elle se rend compte que c'est pas ce qui était prévu qui est en train de se passer. À ce moment-là, plutôt que de continuer sa route tout droit en direction d'Amiens, le fourgon va tourner à droite. Le meurtrier Christelle la tient de la main gauche, tient sur le volant de la main gauche et tient Christelle de la main droite. Christelle se déballe, on retrouvera des coups de pied, une trace de pied très nette sur la portière passager avant droite. Et Christelle a dû s'appuyer pour essayer de se débattre. Ensuite, le fourgon arrive dans le chemin. Ce chemin de terre mène à un champ, en dehors du village. Un endroit difficile à trouver quand on ne connaît pas la région. C'est ici que l'assassin passe à l'acte. Christelle a été frappée donc avec une lame. Elle va prendre des coups, je crois qu'il y en avait 7 à l'époque, à hauteur du thorax. On va retrouver cette mare de sang qui peut correspondre à du sang qui coule. Après, Christelle va être devant le fourgon. On peut imaginer qu'elle est dans les phares du fourgon et que son meurtrier est derrière. Et qu'il la prend en chasse. Il la pousse, en quelque sorte. Il la pousse et Christelle va essayer de trouver son salut en arrivant devant ce talus, en essayant sans doute, à mon avis, de grimper. Mais à ce moment-là, ses forces ont commencé à l'abandonner. Elle va s'effondrer. Le fourgon va passer en partie sur elle. On va la retrouver coincée sous les roues du véhicule. Et c'est-à-dire que ce qui est le plus horrible dans cette histoire, c'est qu'on peut penser que Christelle, elle s'est vue mourir. Christelle s'est vue mourir. Le tueur prend soin de ne laisser aucune trace ADN sur le lieu du crime. Les enquêteurs retrouvent simplement ce fourgon blanc. C'est celui qu'il a utilisé pour écraser Christelle. Il l'avait volé quelques heures plus tôt dans une entreprise du Pas-de-Calais. Après ce troisième meurtre, l'inquiétude grandit. Tout le monde pense qu'un tueur en série sillonne la région. On a commencé à paniquer, on s'est dit, c'est le killer dans le secteur, quoi. Alors pour arrêter cette psychose, effectivement, on a mis en place, le groupement a mis en place des collègues, des patrouilles la nuit, avec des véhicules de service, bien sûr, en bleu, quoi, pour contrôler tous les individus qui circulent dans le secteur, entre Péronne, Albert, Villers-Bretonneux, tout le secteur de cette région, quoi. Les mois de septembre et octobre passent sans nouvelle tragédie. En novembre, arrivent enfin les résultats du laboratoire. L'ADN trouvé sur la culotte de Patricia, la deuxième victime, confirme les soupçons des enquêteurs. C'est bien celui de Jean-Paul Lecomte. Par chance, on a eu cet ADN qui a été identifié Lecomte, qu'on a interpellé le 22 novembre, et ensuite ça a cessé, quoi. Donc, c'est la maison de la grand-mère de Lecomte. C'est là qu'en novembre 2002, les gendarmes vont venir l'arrêter au matin à 6 h. Jean-Paul Lecomte est placé en garde à vue à la gendarmerie d'Amiens. C'est un individu qui est particulièrement futé, intelligent, et qui répondait à toutes les questions, et qui ne croyait pas que son ADN avait été trouvé sur la victime. C'était impossible pour lui. Alors est-ce qu'il avait pris d'énormes précautions? Je pense. Certainement un bonnet sur la tête, des gants, combinaison peut-être, je ne sais pas. Bref, lui, il ne croyait pas qu'on ait trouvé son ADN sur la victime. Cette preuve ADN amène pourtant Jean-Paul Lecomte devant la cour d'assises d'Amiens pour le meurtre de Patricia.
Le procès commence le 31 janvier 2005. Jean-Paul Lecomte nie tout en bloc. Il réfute les accusations portées contre lui. Voilà véritablement un homme absolument terrible qui va affronter tout le monde avec une violence, la famille de la victime, les témoignages, qui va les regarder avec mépris, qui va invoquer Gandhi et tous les sages de la terre pour dire qu'il est totalement innocent, alors même qu'on a, comme vous l'avez dit, une preuve extrêmement évidente de sa présence sur les lieux et du caractère criminel du meurtre de Patricia Leclerc. Lecomte est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une peine de sûreté de 22 ans. La peine maximum prévue par la loi. Malgré cette condamnation, événement exceptionnel, dans le box, le condamné prend la parole devant les caméras. Quelque chose à nous dire, votre client? On peut lui demander. Jean-Paul, tu as quelque chose à dire? Je vais faire appel. Je conteste cette décision, je vais faire appel donc... Monsieur Lecomte, il y a une chance sur 5600 milliards pour que ce ne soit pas votre ADN. Pourquoi est-ce que vous n'avouez pas l'évidence? Non mais attendez, je conteste une partie de l'expertise. Je conteste une partie. Et je la contesterai toujours. Quelle partie conteste-t-il? Personne ne le saura jamais. 2 ans plus tard, en appel, Lecomte reconnaît les faits. Il change de stratégie de défense et aussi d'avocat. Il a donné des détails, il a dit comment les choses s'étaient passées, en sincérité, avec authenticité. Voilà, donc je pense qu'il aurait pu très bien dire je reconnais les faits, s'asseoir et ne plus dire un mot. Ça n'a pas été le cas. Les aveux de Lecomte ne changent rien au sentiment des jurés. Il est condamné une 2e fois. Il va prendre la réclusion criminelle à perpétuité, mais il va être reconnu coupable non seulement du meurtre, mais également du viol de Patricia Leclerc, au grand soulagement de sa famille qui est là. Ce qui m'a fait mal au procès, c'est de voir sa froideur et voir que tout ce qu'il a pu lui faire, même après son décès. C'est impensable de faire des choses pareilles, même une bête, on le fait pas. Votre pot de colle. Pauvre chérie. Ça, je n'aurais plus jamais. Parce qu'elle me disait toujours, ma tata, moi. Ça va le manque. Moi, j'en ferai jamais mon deuil. 6 années ont passé depuis la mort de Patricia. Je t'aime, ma nénette. Tu vois, on est encore là pour toi, ma puce. Je t'aime, mon petit cœur. Lecomte doit passer au mois de novembre devant la cour d'assises d'Amiens pour le meurtre de Christelle. L'oncle de Patricia attend beaucoup de ce procès. Qu'il soit vraiment incarcéré, mais à vie, mais qu'il ne sorte plus jamais. Qu'il avoue avant. Et qu'il avoue ce qu'il a fait, oui. Parce que s'il fait comme il nous a fait à Amiens, il n'a pas avoué, il a avoué qu'à Beauvais. J'espère qu'il ne fera pas subir ça aux autres. Les autres, ce sont les membres de la famille de Christelle Dubuisson, la dernière victime. Pour eux, l'affaire n'est pas encore terminée. Lecomte est mis en examen dans le meurtre de Christelle, mais aucun ADN n'avait été retrouvé sur place. L'accusation s'appuie sur un autre indice, la boue retrouvée sur le cyclomoteur de Jean-Paul Lecomte et sur le fourgon qui a servi au tueur. Lorsque les gendarmes vont intervenir pour arrêter M. Lecomte dans le cadre de l'affaire Patricia Leclerc, ils vont saisir un cyclomoteur. Sur le cyclomoteur, on va saisir des minéraux sur le carter du moteur, des minéraux qui correspondent aux minéraux qui se trouvaient dans la cour, et rien que dans cette cour, de l'endroit où le fourgon qui a servi à écraser Christelle a été volé. Christelle, Patricia, il y a bien des similitudes entre les deux meurtres.
Il y a véritablement une continuité criminelle. On est dans la proximité du domicile de Jean-Paul Lecomte. On a des indices qui sont liés aux précédents faits, hein, à la méthode du tueur, à sa manière d'aborder la victime et sa manière de la laisser morte. Et on a des éléments d'expertise technique qui nous permettent de rapprocher le meurtre de Christelle de Jean-Paul Lecomte. Alors, Jean-Paul Lecomte est-il un tueur en série? Moi, j'ai eu M. Lecomte en appel. Il a été jugé pour un crime. Pour moi, il y a un crime. On ne peut pas dire d'une personne c'est un tueur en série, comme ça, sans avoir des éléments. Pour moi, c'est un criminel en série et j'ai besoin à la fois de le comprendre, de comprendre ses motivations, ses gestes, pour pouvoir éventuellement faire ressortir d'autres affaires, d'autres jeunes femmes pour lesquelles, là aussi, des parents attendent des vérités. Si jamais, par aventure, c'était M. Lecomte qui était l'auteur du meurtre de Christelle Dubuisson, ce que je sais, c'est que le gros déploiement de gendarmerie qui se déroule en août 2002, juste après le second meurtre, a sans doute empêché un troisième meurtre, voire un quatrième. Je crois qu'on a arrêté un tueur en série au début de ses exploits, entre guillemets. Mais 6 ans après les faits, l'énigme du triangle de la Somme n'est pas encore complètement résolue. Pour le meurtre de Patricia, Lecomte a été confondu par son ADN et condamné à la perpétuité. Pour celui de Christelle Dubuisson, il sera jugé au mois de novembre devant la cour d'assises d'Amiens. Est-il aussi l'assassin d'Élodie? Au moment du meurtre de la jeune fille, Jean-Paul Lecomte était en prison. Il ne peut donc pas l'avoir tuée. Lorsqu'Élodie appelle les pompiers sur la cassette, on a la certitude d'avoir au moins 3 voix, voire 4. Donc il y a quand même encore 4 êtres abominables qui traînent dans la nature. Tout de suite, le portrait de la semaine, Elisabeth Brossard, médecin aux urgences médico-judiciaires à Paris. Je ne donne pas de méthadone, je vous donne ça. Ces patients, des délinquants en garde à vue ou des victimes d'agression. Anthony Pellicano, le détective privé qui fait trembler Hollywood. Tout le monde à Hollywood le connaissait. En février 2006, il a été arrêté pour espionnage et racket. Drogue, sexe, il sait tout sur les plus grandes stars américaines. Mais d'abord, le reportage de la semaine, en enquête avec les policiers à Paris. Coupez le contact. Paris, 18e arrondissement, 8 h du matin. Les policiers du site, le service de soutien aux investigations transversales, partent en planque. Avec Vanessa, José sur la moto. Pas de questions. C'est parti. Créée il y a 2 ans, cette unité enquête sur les malfaiteurs qui agissent dans Paris et dans sa région. Ils centralisent les informations en provenance des 20 commissariats d'arrondissement. La spécialité du lieutenant Murbach et de ses hommes, la délinquance astucieuse, autrement dit les escrocs. Aujourd'hui, ils vont tenter d'interpeller un homme qui vole des cartes bancaires dans les boîtes aux lettres. La nouvelle carte bancaire est envoyée directement au domicile par certaines banques. Et donc il la récupère dans la boîte aux lettres. Sur le petit papier qui accompagne la carte bancaire, il y a les coordonnées de l'agence. Donc ils font un petit fax à l'agence bancaire en expliquant qu'ils ont égaré leur code confidentiel et que leur agence serait très gentille de leur envoyer un nouveau code à leur adresse postale. Et donc ils font le guet de la boîte postale pendant 2-3 jours, ils récupèrent le code et avec la carte et le code, ils font un gros préjudice. Parce que là on a 16 cartes bancaires qui ont été détournées et on est à plus de 115 000 € de préjudice. Après 3 mois d'enquête, les policiers ont repéré le domicile du malfaiteur. C'est là à droite, ok. Donc bah toi tu t'implantes pour avoir un point de vue, moi je vais me mettre dans une petite rue derrière.
6 policiers sont en planque, en voiture, en moto, mais aussi dans le SOUM, le sous-marin, une camionnette équipée de vitres sans teint que les policiers garent juste en face de la maison du suspect. Et moi je serai à proximité pour revenir. Ouais, tous à tous, la porte s'est ouverte, personne ne sort, on attend. Après 2 heures de patience, le suspect sort de sa maison. Ça pourrait correspondre. Un homme africain qui sort de la maison, 30-35 ans, corpulence athlétique, 1m75-80. Oh, c'est la bonne corpulence. Oh, ça peut correspondre. Oh, il est monté dans le véhicule, là, ça va partir. Oh, il va quitter son stationnement. Les policiers sont convaincus qu'il s'agit de voleurs. Ils décident de l'arrêter avant qu'il ne disparaisse dans la circulation. Si, on serre. C'est bon. Coupez le contact. Les mains contre le... Rien de dangereux, rien d'illégal sur vous, monsieur? On va les expliquer. Les policiers emmènent le suspect au commissariat pour l'auditionner. Ils ramènent aussi sa voiture pour y chercher des indices. Tac. Au commissariat, l'homme commence par nier tout en bloc. Est-ce que vous voyez un petit peu pourquoi on a pu vous arrêter? Vous voyez pas? Vous volez escroquerie. Ça vous dit rien? Il est placé en garde à vue. Les policiers ont 48 heures pour obtenir un maximum d'informations. Le lieutenant Murbach n'a aucun doute sur sa culpabilité. Il dispose d'images de vidéosurveillance d'une banque sur lesquelles on reconnaît parfaitement l'homme interpellé. Il vient retirer tranquillement de l'argent avec une carte volée. Nous avons l'arrivée d'un individu qui correspond au niveau description, corpulence, taille à notre gardé à vue. Notre individu, quand il fait ses utilisations frauduleuses, met systématiquement une paire de lunettes alors qu'il n'a aucun problème de vue et une casquette, ce qui permet un petit peu de le masquer et de compliquer notre travail pour le reconnaître et lui attribuer les faits. Donc là, il a un papier dans la main, si ça se trouve, c'est le papier de la banque sur lequel il y a le code qui était marqué. Il y a de fortes chances que ça soit ça. Et autre élément intéressant, vous avez le véhicule qui part au fond. Donc ce véhicule, c'est le véhicule qui est dans la cour du commissariat, le véhicule qu'il conduisait au moment de l'interpellation. Dans la voiture du suspect, les policiers font des découvertes étonnantes. Au milieu d'une pile de CD, un faux passeport. Passeport. Un faux. C'est un faux? Là-dedans. Tous les objets sont répertoriés et placés sous scellé. Les policiers trouvent également beaucoup de téléphones portables pour un seul homme. On va faire le détail. Hein. C'est encore à vous le téléphone? 5 au total. Le suspect est au RMI. Dans sa voiture, uniquement des objets de luxe. Portables, stylos, lunettes de soleil de grande marque. Ce qu'il a sur lui, ça ressemble pas vraiment aux affaires d'un RMiste. Ah non, ça ressemble pas du tout aux affaires d'un RMiste. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui voudrait être RMiste. Non, là, on a un train de vie de quelqu'un qui gagne extrêmement bien sa vie. Ce qui est paradoxal, vu que monsieur n'a pas de travail. Voilà. Si la perquisition est à l'image de la fouille de voiture, à mon avis, il va falloir un semi-remorque pour ramener tout ce qu'on va récupérer. Après la voiture, les policiers vont maintenant perquisitionner le domicile du suspect. Peut-être trouveront-ils les objets achetés avec les cartes bancaires volées. Les policiers ne sont pas déçus, la maison est entièrement équipée. Meubles haut de gamme, matériel hi-fi dernier cri. Et votre femme, elle travaille? Elle gagne bien sa vie, votre épouse? D'accord. Vous avez une jolie maison avec des objets relativement chers. On peut bien décorer, sans que ça soit trop cher. 500 €, rien que ça. Il manque le diffuseur qui doit être quelque part dans la maison, qui fait encore 300 €. Les policiers vont fouiller la maison de fond en comble, examiner les factures
pour savoir d'où proviennent ces objets et comment ce couple peut s'offrir un tel train de vie. Bonjour, asseyez-vous. Ça c'est le loyer. C'est ce qu'elle gagne par mois. D'accord. Bon, bah, et lui de 900 €. Combien 1300. 300 € par mois. Ouais, de loyer. Elle gagne 1300 € de salaire par mois. Voilà. À l'étage, c'est la caverne d'Ali Baba. Ça, c'est un ordinateur portable. Là, mon écran. Tiens, tu prends des photos, s'il te plaît, je le chercherai. Je suis en train de prendre des affaires à madame qu'il a acheté elle-même avec son argent. Ben, on va voir avec elle un peu, on va descendre ça. Bien sûr. Une fois qu'on aura fini, on va remonter madame. Ça, c'est des affaires. On va lui demander. Le suspect continue de nier. Il doit y avoir de ses affaires à elle, puisqu'elle vit ici. C'est vrai? Bien sûr. Une t'as quelque chose ou pas? Elle a acheté toutes ça. Non? Chaque objet est comparé à la liste des achats effectués avec des cartes volées. A priori, il y a des objets que vous recherchez. Ouais, l'écran il est juste derrière. Je pensais le voir en bas, mais en fait, il est juste derrière. Il a été acheté avec une carte bancaire volée. Oui, bah ça j'en ai. Et dans les bagages, on va peut-être retrouver ce qu'on cherche aussi. Bon, il y a un ordinateur portable qui est derrière aussi. Ça, on dit oui ou ça, c'est pas un faux, c'est un vrai. Michelou. Et justement, c'est pour ça que je vous demande lesquels c'est. Je n'ai que ça, je sais pas. Du chilou en chaussures. Ça fait longtemps que j'ai... Madame, vous voyez des trucs des fois que j'ai depuis 4 ans, mais je le garde bien. J'ai des trucs que j'ai depuis longtemps, vous allez pas prendre... Ah mais ça, vous êtes soigneux de vos affaires, ça, on n'en doute pas. Il y a même des choses... Je pense que ça sort de l'emballage. Dans la chambre, le lieutenant fait une drôle de découverte. C'est à vous ce carnet? Il va falloir m'expliquer certaines déclarations, hein. Je voudrais que vous m'expliquiez votre cahier intime, où vous me marquez réfléchir avant de dépenser, ne pas changer d'adresse, vivre caché, entre parenthèses, véhicule. Il va falloir m'expliquer votre cahier intime, oui. Ce carnet est en fait le guide du parfait petit escroc. Une liste de conseils pour éviter de se faire arrêter par la police. Ne jamais rien dire au téléphone. Ne jamais rien dire au tel. Écoutez monsieur, qu'on soit bien clair. Vous faites des achats avec des cartes bancaires volées. On est d'accord? On est d'accord? Si vous me montrez un truc qui est à moi, je vous dis oui. Si c'est pas à moi, c'est pas à moi. Si moi, madame, c'est pas une famille. Arrêtez. Reconnaissez que vous êtes une... Mes affaires, mais je reconnais mes affaires. La télé là, elle vient d'où? La télé, vous voulez te dire que c'est votre télé à vous, je l'achète avec une carte. Oui, les cartes qui viennent d'où? Une carte volée, monsieur. D'accord, on est d'accord. Donc vous utilisez des cartes volées? Bien sûr que j'utilise. Il reconnaît très sommairement qu'il a utilisé des cartes volées. Après, comment il les a obtenues, dans quelle proportion et compagnie, c'est ce qu'il va falloir établir. Ah bon, il reconnaît déjà ça, on va essayer d'obtenir ça. Ça va être la suite. Les policiers découvrent de grosses sommes d'argent liquide. 800 € dans un portefeuille. Et aussi 9 000 $. Billet de 100. Il serait d'après lui pour acheter un 4x4 en France. Une bonne moisson qui prouve que l'homme vit au-dessus de ses moyens et qu'il est bien l'escroc que la police recherche. Les policiers remplissent leur camionnette avec les objets achetés frauduleusement. En garde à vue, le mis en cause finit par avouer que c'est bien lui qui a volé les cartes et qu'il vit de ses larcins. Certes, ça demande de la patience, ça demande de l'organisation, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est rentable. Parce que, notamment sur une des cartes bancaires, il a réussi à faire 24 000 € de dépenses. En combien de temps? En un peu plus d'un mois. C'était une carte bancaire gold à faire, donc les plafonds étaient super importants. Donc il a fait 24 000 €. Donc je pense que ça vaut la peine de prendre une semaine à faire plein de boîtes aux lettres et rechercher. Quand au bout d'une semaine, on arrive à pouvoir récupérer 24 000 €. Mis en examen pour escroquerie à la carte bleue, le suspect avait déjà été arrêté dans le passé pour des faits similaires. Récidiviste, il risque jusqu'à 10 années de prison. Paris, Hôtel-Dieu, l'un des hôpitaux les plus anciens de la capitale.
Je suis docteur Brossard, comme les gâteaux. Elisabeth Brossard est médecin. Elle travaille aux urgences médico-judiciaires. Ce matin, elle reçoit les GAV, les personnes en garde à vue, qui ont commis un crime ou un délit la nuit dernière. On ne pose pas de questions. On ne devrait pas savoir pour quelles raisons ils sont chez nous. On doit le savoir pour des raisons médicales, mais qu'ils aient volé une bicyclette ou qu'ils aient tranché une gorge, on n'a pas à le savoir a priori. On est un peu curieux, bien sûr. Premier patient, un toxicomane arrêté pour détention de produits stupéfiants. Il a 22 ans, il a demandé à voir un médecin car il est en manque. Il veut de la méthadone, un produit de substitution à l'héroïne. C'est pas possible d'avoir de la méthadone. Non, monsieur, vous n'êtes pas suivi, vous n'aurez pas de méthadone. Vous en avez pris quand la dernière fois de méthadone? Avant-hier. Dernière prise avant-hier. À partir du moment où vous n'êtes pas suivi, je ne donne pas de méthadone. Je vous donne ça. Ça évite le manque, car on ne meurt pas de manque, mais d'overdose, oui. Alors actuellement, le docteur Brossard lui donne un médicament qui permet de combattre l'agressivité et l'état dépressif du patient. En plus de la cocaïne et de la méthadone, le jeune homme prend aussi un médicament extrêmement puissant que l'on ne peut acheter que sur ordonnance. On donne ça à des cancéreux normalement, au dernier degré, ceux qui meurent de douleur. Alors quand maintenant on voit des jeunes de 20 ans qui se cament au sang parce que c'est des opiacés, c'est dommage. Donc c'est plus un médicament, c'est une drogue. Moi ce qui m'affole, c'est les médecins qui prescrivent ça comme ça. Allez hop à la chaîne, dans le 18e et dans tous ces quartiers, où il est votre médecin? Ouais, le 18e. Bon. C'est possible d'avoir un somnifère pour dormir? Non. Ah, d'accord. Vous n'avez pas dormi depuis combien de temps? Depuis hier, avant-hier, 2 jours. Alors il dorment mal en garde à vue, parce que vous n'avez pas vu les salles de garde à vue, hein? C'est pas le Club Med, hein? C'est quand même des banquettes très dures dans un espace de 2 mètres carrés à peu près, où ils sont quelquefois 3 ou 4. On était 8 dans la cellule. Elle est grande commande, c'est un... Ça. Et comme j'ai tendance à leur dire, fallait pas y être. Voilà, en général, on est d'accord avec moi. Bon. Des toxicomanes, Elisabeth en voit beaucoup. Pour celui-ci, elle a encore un espoir. Je me dis, ce petit jeune homme de 22 ans, bon, on peut parler un peu avec lui, lui accorder peut-être un petit peu plus de temps, de façon à faire réfléchir un petit peu. Il a 22 ans, crotte, hein, mais il y en a qui sont totalement irrécupérables, on ne peut même pas discuter. Ce qu'ils veulent, c'est ma méthadone, mon sub, ma méthadone. Et quand on ne veut pas donner, on se fait injurier. Donc là, on ne peut même pas discuter. Bon. Monsieur! C'est le cas du deuxième patient du docteur. Un homme arrêté pour vol avec effraction. Accro à l'héroïne, il est en manque, il veut sa méthadone. S'il n'y a pas de méthadone... Ça fait une semaine, je ne l'ai pas pris. Ah ben monsieur, c'est que vous n'en prenez pas. J'en ai chez moi, putain, merde. Eh ben quand vous serez libéré, vous reprendrez ce que vous voudrez chez vous. Alors c'est un monsieur qui manifestement prend de la méthadone, hein, qui est quand même une drogue. Mais il vient de me dire, alors qu'il veut sa méthadone, qu'il prend aussi de l'héroïne. Quand il prend pas l'un, il prend l'autre, etc. Donc on ne peut pas prendre... on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc là, je vais lui faire pisser dans le flacon pour être sûr qu'il prenne de la méthadone. Et de toute façon, il n'en aura pas ce soir. On peut mourir d'overdose, surtout avec la méthadone. Hein, on ne peut pas mourir de menthe. Moi, je fais mon cellule après, Alors, monsieur, moi, je vais vous dire une chose pour dire à tout le monde. Non, non, surtout pas. Ah bah oui, mais... Moi, je vais vous dire une chose, ça n'est pas être là. Je vous dis, dans 1h30, 2 heures... Non, monsieur, je vais vous donner ce qu'il faut. Je vous donne tout ce qu'il faut, justement. Vous allez me donner ce qu'il faut? Oui, monsieur, je vais vous donner ce qu'il faut pour que vous soyez pas en manque. Je le mets dans une enveloppe. Ah ouais? Voilà, vous pouvez récupérer le monsieur, je lui prépare tout ça. Ah, des vrais flics, des vrais connards, des vrais salauds. Je suis intraitable. C'est comme ça que je fais pour mes enfants. Ça vous fait quoi d'être traité de tous les noms d'oiseaux dans ces cas-là? Oh ben j'ai l'habitude maintenant. Là encore, il a été poli. Il n'a rien dit. En général, c'est en sortant, parce qu'ils n'ont pas le courage de me le dire en face. C'est en s'en allant. Ces patients en garde à vue viennent de tous les commissariats parisiens, encadrés par des policiers. Cela fait partie de leurs droits. Ils peuvent consulter un avocat, mais aussi un médecin. Les urgences médico-judiciaires reçoivent chaque année 25 000 patients en garde à vue. Mais ici, on ne soigne pas seulement des délinquants, on reçoit également des victimes. C'est le cas de cette jeune femme. Elle vient d'être agressée par son employeur. Comment ça se fait qu'il vous a frappé, il vous ait frappé? Anna raconte au docteur le harcèlement dont elle est victime au travail. Je suis en
Son employeur a voulu se débarrasser d'elle. Elle a essayé de faire valoir ses droits. Il l'a agressée physiquement. Déclare avoir été brutalisée par son employeur sur son lieu de travail. Je me sens pas bien du tout. Même si je dois retourner travailler, j'ai une peur bleue d'aller retourner travailler. S'il recommence à nouveau à m'agresser, là, c'est peut-être pas grand-chose. Mais si je retourne et qu'il est là, qu'est-ce qu'il veut me faire? Dans le cas d'Anna, les blessures physiques sont légères. À peine un bleu sur le bras. Mais c'est le traumatisme psychologique que le docteur Brossard veut prendre en compte. Pour cette dame, eh bien, ça veut dire que le monsieur a utilisé des violences pour lui parler. Et qu'en principe, on est des êtres humains, on devrait pouvoir arriver à se parler avec des mots et pas avec des coups. Elisabeth doit évaluer la gravité des blessures ou du choc psychologique. Elle délivre ensuite un certificat indispensable aux victimes quand elles décident de poursuivre leur agresseur en justice. Anna repart avec un certificat de 2 jours d'ITT, d'incapacité temporaire totale. Une estimation qui permettra au juge de déterminer la gravité de la sanction contre son agresseur. Lorsque les agressions sont commises avec des circonstances aggravantes, en dessous de 8 jours d'ITT, l'agresseur risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Au-dessus de 8 jours, la peine peut aller jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Une nouvelle patiente se présente à l'Hôtel-Dieu. Frappée par son mari, elle a décidé de porter plainte. Qu'avez-vous reçu là comme coup alors cette nuit Il me frappe ici, Plusieurs coups de poing? Oui. Et j'ai eu mal et le nez plein de sang. J'ai eu peur. Et c'est la première fois que ça arrive avec Non, lui? il y a déjà beaucoup de fois, mais c'est pas trop grave comme ça. C'est la première fois que vous portez plainte? Oui, je connais. En France, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. La plupart du temps, cela commence par de simples violences. D'où l'importance de porter plainte dès les premiers coups. Regardez le plafond. C'est normalement je ne veux pas porter plainte parce que j'ai eu peur. Mais je vois avec les polices, ils donnent les conseils, il faut porter plainte. Si la prochaine fois il veut tuer, on ne peut pas, on n'a pas de trace, on n'a rien du tout. Cette jeune femme repart avec 7 jours d'ITT. Son mari risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Comme elle, de plus en plus de femmes dénoncent l'agression qu'elles ont subie. Mais seulement 10% d'entre elles portent plainte. Les victimes de violences sexuelles ont encore plus de difficultés à briser le silence. Chaque année, 500 personnes viennent consulter les urgences médico-judiciaires après un viol. À côté d'Elisabeth Brossard, le docteur Caroline Ray, médecin-chef du service. En cas d'agression sexuelle, Caroline Ray insiste. Il est indispensable de venir aux urgences médico-judiciaires le plus vite possible pour effectuer des prélèvements. Je sais que c'est difficile de porter plainte quand on vient de connaître une situation comme celle-là, mais c'est très important. On a beaucoup plus de chances de recueillir des éléments de preuve, notamment sur l'identité de l'agresseur par son ADN, que si malheureusement la personne se présente plusieurs jours après. L'urgence en cas de viol, c'est aussi d'éviter la contamination par le virus du sida. Ici, on propose immédiatement un traitement anti-HIV qu'il faut prendre dans les 3 jours qui suivent l'agression. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne sont pas les seules victimes de violences sexuelles. Cet homme a été violé il y a 2 mois sur son lieu de travail. J'ai été agressé la première fois avec un arme blanc. C'est le frère des patrons qui m'a frappé là, il y a une cicatrice là. Et la deuxième fois, ils m'ont violé. L'homme a peur d'avoir été contaminé par le virus du sida. Aujourd'hui, il est venu chercher les résultats de son test HIV. Même ma femme n'avait peur, on ne dort pas, elle croyait que j'avais eu le sida. Heureusement, c'est négatif. Les analyses montrent que j'ai rien grâce au traitement et aux soins qu'il m'a donné le médecin et tout. Au total, chaque année, 15 000 personnes viennent aux urgences médico-judiciaires après avoir subi des violences. Victimes, agresseurs, les patients d'Elisabeth Brossard ne sont pas tout à fait comme les autres. Pour elle,
Ce travail est un enseignement inépuisable sur l'humanité. Ce que j'aime, c'est d'avoir un monde en général qu'on ne connaît pas au départ. Hein. Je ne veux pas dire que c'est le quart-monde, mais c'est tout de même le monde de la drogue, le monde des voyous, le monde des victimes, des femmes battues, des gens agressés. En général, je crois qu'on n'est pas tellement habitué à ce genre de monde. Donc il y a cette surprise au départ. Hein. Moi, je suis là depuis 2 ans, il y a cette surprise. Ça remet les pendules à l'heure pour beaucoup de choses. Son visage ne vous dit rien, et pourtant cet homme fait trembler Hollywood. Il s'appelle Anthony Pellicano, il est détective privé. Dans ses dossiers, les secrets les plus sulfureux des stars américaines. Michael Jackson, Chris Rock, Sylvester Stallone, Steven Seagal, Tom Cruise ou encore Cameron Diaz. La simple évocation du nom de Pellicano leur donne des frissons. Il y a quelques jours, le privé s'est retrouvé au tribunal de Los Angeles, qui risque de le condamner à 10 ans de prison. Qui est Anthony Pellicano et pourquoi risque-t-il une telle condamnation? Anthony Pellicano était connu comme étant le détective privé des stars. Tout le monde à Hollywood le connaissait. En février 2006, il a été arrêté pour espionnage et racket. C'est un personnage de film, hein, c'est vraiment quelqu'un de haut en couleur et effrayant. Ses tarifs, 150 000 $ la semaine. À ce prix-là, il a permis à Tom Cruise de ne pas verser plusieurs millions de dollars à Nicole Kidman après leur divorce et d'obtenir la garde des enfants. En 1993, accusé de pédophilie, Michael Jackson fait appel à ses services. Pellicano réussit à faire taire la victime, qui retire sa plainte. Mais pour obtenir de tels résultats, Pellicano utilise souvent des moyens plutôt douteux. Filature, intimidation, corruption de policiers, écoute téléphonique illégale. Il a utilisé des méthodes de gangsters de Chicago. Et comme ça se faisait pas trop, il a tout de suite eu une clientèle de gens qui voulaient des résultats avant tout et qui n'étaient pas spécialement regardants sur les méthodes utilisées. Pellicano, c'est l'extrême. Il est l'un des seuls détectives à avoir traversé la frontière entre le légal et l'illégal. Et c'était quelqu'un qui a un énorme matériel électronique, qui base ses enquêtes là-dessus, bien sûr, et qui fait des choses illégales, c'est-à-dire qu'il écoute les conversations téléphoniques, il détourne les emails, enfin des choses qui sont tout à fait proscrites par la loi. Un jour, Pellicano commet une erreur qui va lui être fatale. Une journaliste est sur le point de faire des révélations sur Steven Seagal, soupçonné d'entretenir des liens avec la mafia. Seagal fait appel à Pellicano. Pour faire taire la journaliste, il la menace de mort. Elle porte plainte. La police s'empare alors de l'affaire et perquisitionne les bureaux du détective. C'est la stupeur. Les enquêteurs découvrent des centaines de bandes d'écoute téléphoniques sur les plus grandes stars d'Hollywood. Ils ont trouvé l'arsenal, ils ont trouvé des milliers et des milliers d'heures de bandes d'écoute téléphonique. Il avait enregistré à une époque les coups de fil entre Tom Cruise et Nicole Kidman. Je veux dire, il espionnait tout le monde. Pellicano est convoqué devant les juges et les stars tremblent. Car pour alléger sa peine, il pourrait faire des révélations sur les secrets du showbiz. Drogue, sexe, il sait beaucoup de choses et il pourrait briser bien des carrières. Il y a un climat de peur à Hollywood. Vous ne savez jamais quand votre carrière va se terminer. Vous ne savez pas qui parle de vous dans votre dos. Et dans ce domaine, il y a beaucoup d'imposteurs. Cette affaire va démontrer qu'il se passe beaucoup de choses sous votre nez et que vous ne les voyez pas. Et ça fait peur. Verdict le 24 septembre. Et comme à Hollywood, une bonne histoire n'est jamais perdue, les producteurs sont déjà sur le coup. On est à Hollywood, donc la suite logique, c'est un film. Parce que pendant qu'il était en prison, il a écrit un scénario et qui sera tourné vraisemblablement l'année prochaine ou l'année suivante. La semaine prochaine, dans Faits divers le Mag, Aline Jacquier, une Française assassinée en Belgique. Nous sommes frustrés et je pense qu'on sera jusqu'à temps qu'on sache cette vérité qui malheureusement ne viendra jamais.
Un homme est condamné, ses parents crient son innocence. On l'a enfermé sur une accusation de viol et de meurtre. Quelque chose pourquoi il n'y est pas du tout, qu'il n'y est pour rien, quoi. En investigation avec les policiers parisiens sur les traces d'un homme qui vole dans les bureaux. On a quelques questions. Tiens, mettez-vous dans le coin, là, 2 minutes. Mettez-vous dans le coin. Meurtre à Fréjus. Il y a un mois, nous avions enquêté sur l'assassinat d'Angelo Canton, patron de pizzeria. Ce n'est pas moi, je suis vraiment innocent. J'ai rien fait, pourquoi je vais prendre 10 ans pour rien? Jaoui et Johnny sont-ils coupables? La cour d'assises de Nice a tranché. Verdict la semaine prochaine.